Ce soir, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter 5 histoires, des histoires horreurs, vraies, complètement horribles, qui ne devraient pas vous laisser indifférent. J'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram pour me suivre là-bas, être au courant des actualités de la chaîne, mais aussi m'envoyer une histoire effrayante qui vous est arrivée, si bien sûr vous en avez envie et que vous souhaitez que je la repartage ensuite sur la chaîne. J'espère maintenant que vous êtes bien installés, et si c'est le cas, commençons tout de suite avec la première histoire. Pour commencer cette histoire, je vais vous présenter un homme, Darren Atkins. Darren est un homme né en 1967, il a grandi dans l'Indiana et c'était un homme pour qui les valeurs familiales étaient extrêmement importantes. C'est après le lycée que Darren a fait la rencontre d'une femme, Sherry, femme dont il est rapidement tombé amoureux. L'amour était réciproque et donc rapidement après leur rencontre, Darren et Sherry se sont mariés. Pendant presque 20 ans, ça a été l'amour fou. Ils ont eu ensemble 2 filles, mais au bout de cette vingtaine d'années, le couple a décidé de divorcer. Plusieurs causes à cela. Darren s'était plongé dans une addiction, celle des drogues, car lui ainsi que sa femme avaient subi une perte tragique. Effectivement, Darren et Sherry ont perdu leurs 2 filles dans un accident de voiture. C'est ce malheur qui a lancé Darren dans l'addiction pour les drogues. Sherry, sa femme, n'en pouvant plus de voir son mari dans cette condition, a préféré donc le quitter. Après cela, Darren a rencontré quelqu'un d'autre. Sur les réseaux sociaux, Facebook précisément, une femme du nom de Sarah Hendry. Cette femme était à peu près comme Darren, c'est-à-dire qu'elle se sentait extrêmement seule, elle aussi avait une addiction pour les drogues, donc rapidement, elle et Darren se sont rencontrés et se sont mis ensemble. Les choses sont allées assez vite car rapidement ils ont emménagé ensemble et le domicile du couple est rapidement devenu un endroit connu pour organiser des fêtes où on pourrait trouver de nombreuses substances. Le temps passant et voyant l'effet que ces substances avaient sur eux, Sarah et Darren ont pris une excellente décision. Cette décision, c'était d'arrêter de consommer des substances pour se désintoxiquer. Mais cette bonne volonté a pris fin le 19 juillet 2017. Effectivement, Sarah, la compagne de Darren, a contacté les services de secours. La raison, c'est qu'elle a retrouvé Darren sans vie dans sa chambre. Et ce qui est clair pour cette petite amie, c'est que quelqu'un est à l'origine du décès de Darren. Un objet contondant avait été utilisé, c'était évident, car le visage de notre victime avait été écrasé et il y avait des éclaboussures de sang partout dans la pièce. La police s'est donc rendue sur place. Et déjà, première constatation assez étrange. Là où est retrouvée Sarah, ce n'est pas au domicile, mais à quelques kilomètres de là où le corps avait été trouvé. Sarah a dit qu'elle avait fui la scène et que c'est sa mère qui l'avait récupérée. Sarah semblait complètement bouleversée, elle pleurait, elle était visiblement sous le choc. Et donc, un peu curieux, la police a demandé à Sarah pourquoi elle n'était pas restée au domicile de Darren. Pourquoi n'a-t-elle pas appelé la police directement quand elle a trouvé le corps, mais plus tard. Et Sarah va faire déjà quelques maigres révélations. Elle va dire qu'en fait, elle-même est déjà sous l'objet de 2 mandats d'arrêt, l'un pour vol et l'autre pour non-comparution au tribunal. C'est-à-dire qu'elle a été convoquée devant un tribunal mais elle ne s'est jamais présentée. Donc elle était complètement apeurée, elle avait besoin d'une présence pour la rassurer, d'où le fait qu'elle a contacté aussi sa mère. Sarah explique comment s'est passée la découverte du corps de Darren. Elle dit que la porte d'entrée était verrouillée mais que le couple avait pour habitude de laisser les fenêtres ouvertes. Donc elle est entrée à l'intérieur du domicile par la fenêtre de la cuisine, elle est allée dans la chambre et c'est là qu'elle a vu le corps de notre homme, elle l'a secoué, pensant qu'il restait peut-être un souffle de vie, mais non, il était déjà trop tard. Alors, après ces premières informations, l'enquête commence réellement. Et tout commence encore une fois avec Sarah. Elle est emmenée au poste de police pour que son interrogatoire soit plus approfondi. Pendant ce temps-là, les enquêteurs fouillent également le domicile de Darren, et sur place, ils ont trouvé un portefeuille partiellement ouvert, avec aucune monnaie à l'intérieur. Donc il semblerait là que le contenu du portefeuille avait été pris. Peut-être alors que le mobile de la mort de notre homme était un cambriolage, soit le vol. Mais finalement, ces pistes-là a été rapidement écartées car, à part cet argent qui avait disparu, les autres objets de valeur, eux, étaient toujours présents dans le domicile. De l'autre côté de l'enquête, donc pendant l'interrogatoire de Sarah, la femme déclare que la veille de la découverte du corps,
une soirée avait été organisée au domicile de Darin. Il y avait des gens qui venaient, qui repartaient jusqu'à environ minuit, et Sarah déclare qu'elle a quitté les lieux à 8 h du matin pour aller voir l'un de ses amis, Jason Atkins. Attention, cet homme a le même nom de famille que Darin, mais ils ne font pas partie de la même famille. Ils se connaissaient depuis bien longtemps, mais c'est tout. Et c'est donc après avoir vu cet ami, ce fameux Jason, que Sarah est rentrée et qu'il y a eu la scène de la découverte du corps. On pose une question simple, mais qui peut s'avérer essentielle. On demande à Sarah si elle a une idée de qui aurait pu être la personne qui aurait fait du mal à Darin. Et un nom sort de sa bouche, Jason Bledsoe. Elle explique que Darin et lui se sont disputés pendant la fameuse soirée qui a précédé la découverte du corps. La police a donc là une nouvelle piste qu'ils vont exploiter. Sarah, elle, est arrêtée pour les fameux mandats pour lesquels elle était recherchée. C'est à la date du 20 juillet, donc quelques jours après la découverte du corps, que les résultats de l'autopsie du corps de Darin tombent sur le bureau des enquêteurs. Déjà, ce qui était présumé est avéré. Darin est décédé à la suite d'un traumatisme crânien. Il avait également des coupures sur le corps qui correspondaient à des coupures réalisées avec un fil barbelé, et le médecin légiste a réussi à déclarer l'heure de décès de notre victime entre 4 et 8 h du matin. Et cette information-là titille l'oreille des enquêteurs. Effectivement, Sarah a dit qu'elle avait quitté les lieux à 8 h du matin, donc elle aurait dû être présente au moment où Darin a perdu la vie. Quoi qu'il en soit, l'homme mentionné par Sarah, Jason Bledsoe, a été interrogé par la police et lui confirme ce que Sarah a dit. Effectivement, il s'est bien disputé avec Darin pendant la fameuse fête. La raison était une broutille, il n'avait pas rendu la voiture de Darin dans le temps convenu. Par contre, ce que ce Jason explique, c'est que l'altercation n'avait été que verbale. Il n'y avait eu aucun contact physique entre les deux hommes. Il dit qu'il est parti un peu avant minuit et qu'il n'est jamais revenu sur le lieu de la soirée. Ça a été confirmé par l'enquête de la police, donc cet individu a été écarté de la liste des suspects. On se tourne donc vers un autre aspect. On interroge des amis de Darin pour savoir s'il avait peut-être des ennemis ou des fréquentations bizarres qui pourraient justement mener vers l'arrestation d'un meurtrier, et ses amis expliquent tous que Darin était un homme, mis à part son problème d'addiction, très gentil, très serviable, mais ils vont dire quelque chose qui cette fois-ci va aller dans le sens de l'enquête. Ils vont dire qu'il avait chez lui, pour se défendre au cas où, une batte de baseball qu'il avait enroulée de fil barbelé. Et ça, comme pour vous en entendant cela, ça résonne dans la tête des policiers. On comprend que Darin aurait peut-être été attaqué avec l'arme qu'il avait créée pour se défendre. Et c'est au cours de ces différents interrogatoires que d'autres informations vont s'ajouter à notre histoire. Apparemment, Darin aurait eu une altercation avec une autre personne au cours de la soirée, cette fois-ci quelqu'un du nom de Steven. Effectivement, Steven avait un domicile qui avait brûlé et il pensait que Darin était responsable, et c'est ça qui était l'origine de la fameuse dispute. Il y a eu donc l'altercation, verbale et non physique, et des témoins affirment avoir vu Steven quitter le lieu de la soirée assez furieux. Cet homme a été retrouvé, interrogé, il a avoué avoir participé à la fameuse soirée, mais par contre, il dit qu'il n'a jamais été en colère contre Darin. Il dit par contre qu'il a eu une altercation avec sa petite amie, et qu'après l'altercation, il est rentré chez lui à pied. Sa petite amie est venue le chercher en voiture, et il serait ensuite allé au domicile de la maman de ce Steven, où ils auraient passé la nuit ensuite. La police, assez suspicieuse, s'est rendue sur le lieu de travail de ce fameux Steven, et ils se sont rendus compte, en enquêtant, qu'il ne s'était pas présenté à l'heure où il le devait sur son lieu de travail. Il s'est présenté un peu plus tard, vers 10 h. Alors, la police a interrogé la petite amie de ce Steven, et elle a fait une révélation assez troublante. Elle a dit que Sarah, donc celle qui a découvert le corps de Darin, sa petite amie, sortait avec Darin, mais également de l'autre côté avec Jason Atkins, l'homme qui avait été éliminé de la liste des suspects. Et c'est là qu'un nouveau livre s'ouvre devant les yeux des enquêteurs. En fait, Sarah sortait avec Jason Atkins et Darin depuis des années. Il y avait un triangle amoureux. Sarah jouait avec l'un, avec l'autre. Elle les manipulait, elle décidait de passer du temps par rapport à ses besoins, c'est-à-dire que si elle voulait consommer des substances, elle allait vers celui qui en avait le plus ou celui qui était le plus gentil avec elle. Vraiment, elle choisissait en fonction de son humeur vers qui elle se dirigeait. Alors,
la police a décidé de se saisir des téléphones portables des personnes impliquées dans ce triangle amoureux. Comme ça, la police avait accès aux réseaux sociaux, aux appels, aux messages, et c'est en parcourant les réseaux sociaux de Jason que la police s'est rendu compte qu'il semblait être un homme extrêmement jaloux, peut-être assez jaloux pour commettre l'impensable. On avait toujours gardé sous le coude le nom de Steven, qui avait eu un comportement jusque-là suspect, mais en effectuant une analyse de la géolocalisation de son téléphone portable, on s'est rendu compte qu'il était bien loin des lieux du crime lorsque celui-ci s'est produit. Alors maintenant, toute l'attention des enquêteurs est sur l'histoire de ce fameux triangle amoureux. Sur le téléphone de Darin, la police a pu voir qu'il avait, aux alentours de 4 h du matin, envoyé des messages disant que Sarah était encore une fois allée chez Jason et que c'était quelque chose qui lui déplaisait. La police se rend donc, en analysant tout cela, que Sarah a menti concernant ces fameuses allées et venues. Elle a expliqué qu'elle était partie à 8 h du matin, alors que les messages envoyés par Darin montrent que déjà vers 4 h, elle était partie. L'enquête se poursuit. La police continue les fouilles des téléphones et le 28 juillet, la police rend visite à Sarah dans la prison qu'elle occupe. Elle confirme l'histoire du triangle amoureux et elle dit qu'elle avait pris la décision finalement d'y mettre un terme, c'est-à-dire qu'elle comptait officialiser pleinement sa relation avec Darin. Elle l'a annoncé à Jason et cette nouvelle l'a rendu fou furieux. Jason, après cela, a été confronté par rapport à ce qui a été dit par Sarah et il a admis aimer pleinement Sarah, mais qu'il avait conscience que ce n'était pas quelqu'un qui était fait pour lui. Il savait qu'elle avait une mauvaise influence. Mais il ne dit pas non plus qu'il a ôté la vie à Darin. Il dit qu'il est resté chez lui, mais encore une fois, la police s'en doute. Alors la police décide de regarder des images de vidéosurveillance d'une caméra qui filmait devant une bibliothèque. Et si jamais quelqu'un quittait le domicile de Jason, il fallait obligatoirement passer par cette bibliothèque. Et la police a eu une très bonne idée car oui, il y a bien eu quelque chose d'intéressant. À 4 h 13 du matin, on voit le véhicule de Jason qui passe devant la caméra. Et il est clair que dans le véhicule, il y a 2 personnes. De nouveau, Jason est interrogé par rapport à cela et il n'avoue pas, mais il dit que Sarah est une personne qui mérite d'être enfermée car c'est elle qui est le cerveau de l'opération. Sarah, à ce moment-là, avait été libérée parce qu'elle avait déjà purgé sa peine. Elle avait refait sa vie, elle s'était remariée avec quelqu'un. Et finalement, acculé, Jason va faire des révélations. Cette fois-ci, des révélations qui vont permettre de comprendre réellement ce qu'il s'est passé pendant la fameuse nuit qui a suivi la fête chez Darin. Il dit que Sarah s'est présentée chez lui et qu'elle lui a dit que Darin l'a maltraité, qu'il était violent à son égard. Alors, le couple a décidé de retourner chez Darin pour le confronter vis-à-vis de sa situation. Ils ont donc conduit jusqu'au domicile de Darin et Jason dit là qu'il n'est pas rentré dans le domicile mais qu'il a attendu devant dans la voiture. Voyant au bout de quelques minutes que Sarah ne revenait pas et donc assez inquiet, Jason est entré à son tour dans le domicile. Et à peine après avoir fait quelques pas à l'intérieur, il explique que Darin s'est précipité sur lui armé de sa batte de baseball. Darin a manqué son coup, donc Jason a pu le désarmer. Après cela, Jason a retourné l'arme de son propriétaire contre lui. Il a utilisé la batte pour frapper Darin à la tête. Il l'a frappé d'un seul coup, un coup qui a été fatal. Il explique que quand il a quitté les lieux, Darin était encore vivant. On pourrait avoir là une explication raisonnable sur ce qu'il s'est passé. Ça semble cohérent, mais la police, elle, doute de ces allégations. Car ce que raconte Jason ne correspond pas vraiment aux preuves qui ont été retrouvées. Et c'est moins d'une semaine après ces premières révélations que Jason contacte la police pour dire que finalement là il est prêt à dire la vérité et rien que la vérité. Son témoignage reste le même jusqu'au moment où il dit avoir quitté les lieux. Darin est donc sur le sol, inconscient, et là Sarah a pris la batte de baseball et elle, sous l'emprise de substances, a continué à frapper la victime au sol plusieurs fois. Finalement, Jason a été arrêté, inculpé pour meurtre, Sarah également. Le procès a été assez tumultueux. Pour la justice, déjà, tout ça n'est que le résultat de la consommation de substances. C'est Sarah qui aurait créé toute cette situation car elle avait dit à Jason que Darin l'a maltraité, mais aucune preuve n'a été trouvée par rapport à tout cela. Et d'ailleurs, elle avait déjà dit à des gens que Jason l'a maltraité également, alors que ce n'était pas vrai. Donc, elle aurait manipulé, sous l'emprise de substances encore, Jason pour le pousser à confronter Darin.
Sans cela, il est possible que toute la situation dramatique de la fameuse soirée ne soit jamais arrivée. Autre élément qui reste en suspens, mystérieux, c'est que selon les preuves trouvées, rien ne montrait que Darin avait la batte de baseball en main quand Jason est rentré dans le domicile. En fait, ce que les preuves semblent indiquer, c'est que Darin était en fait tranquillement en train de dormir sous sa couette quand Sarah et Jason sont arrivés. Donc, selon la police, il n'y a pas cette notion de défense où Darin s'en est pris à Jason et Jason a retourné l'arme contre lui. Selon la police, non. Jason est rentré avec la batte dans le domicile et il s'en est pris directement à Darin. Aujourd'hui, Sarah, elle, est en prison. Elle continue de clamer son innocence. Jason, lui, a plaidé coupable. Il a été condamné à 20 ans de prison, plus 5 ans de détention à domicile et 20 ans de probation. Sarah, elle, a écopé de 55 ans de prison. Est-ce qu'un jour, on saura la vérité vis-à-vis de toute cette histoire? Personnellement, j'en doute réellement. Brittany McGlone est une femme née en 1987 au Texas qui était décrite comme quelqu'un de calme, toujours plutôt posée, qui ne posait jamais aucun problème. Elle aimait passer du temps avec ses frères et sœurs et c'est sur son lieu de travail qu'elle a rencontré celui avec qui elle allait partager sa vie. Elle avait 2 emplois, un de jour et un de nuit, et c'est en fait son patron dans son emploi de jour qui lui a présenté son fils, Jeff Reeds, et rapidement, Brittany et Jeff ont commencé à se fréquenter. Mais dans cette histoire, la maman de Brittany, Patricia, n'a jamais vraiment senti ce fameux Jeff. Le couple est sorti ensemble pendant à peu près 6 mois et à la fin, il y a eu rupture à l'initiative de Jeff. Patricia, la mère, était ravie, mais sa joie a rapidement disparu quand finalement Jeff et Brittany se sont réconciliés et donc remis ensemble. Le 3 mai 2007, Brittany a dit à sa mère qu'elle allait passer la nuit chez son petit ami. Elle vivait encore chez ses parents, donc elle a dit qu'après son travail de nuit, elle irait directement chez Jeff. Mais le lendemain, vers 14h30, Jeff appelle la maman de Brittany, Patricia, pour lui demander si elle l'a vue, car pour lui, ce n'était pas le cas. Il explique qu'il a essayé de la joindre plusieurs fois, mais qu'elle ne répondait pas. Alors Patricia, inquiète pour sa fille, a raccroché, a essayé de la joindre, mais comme Jeff, elle tombait directement sur sa messagerie. Finalement, c'est 1h15 plus tard que Debra, la mère de Jeff, appelle le 911 pour signaler que son fils a trouvé sa petite amie sans vie dans son lit. La police s'est donc rendue immédiatement sur place et ils ont retrouvé la jeune fille sans vie sur le dos dans le lit. Il n'y avait aucun doute sur le fait que la jeune femme avait perdu la vie. Elle avait un traumatisme crânien sévère, ses vêtements étaient placés sur ses bottes et les seuls vêtements qui manquaient étaient ses sous-vêtements. Alors là, l'enquête commence. Les enquêteurs commencent à relever différentes preuves, à fouiller la maison, et ils ont rapidement remarqué que quelqu'un avait pris une douche récemment. Donc les enquêteurs ont pris là des échantillons pour les analyser afin de voir à quoi cela peut correspondre, et en attendant le résultat des analyses, l'enquête continue. On n'a pas retrouvé d'armes de crime, la piste du vol a été écartée tout de suite car rien n'avait été volé. On a informé naturellement la mère de Brittany, Patricia, du décès de sa fille, et pour elle, immédiatement, le nom d'un coupable lui vient en tête, Jeff, le petit ami. Elle explique que pendant la rupture entre Jeff et Brittany, sa fille avait eu une aventure d'un soir. Elle se dit que peut-être Jeff l'a appris et que ça l'avait rendu furieux. Jeff, lui, a été interrogé, naturellement, c'est lui qui a découvert le corps, et il a dit qu'il avait initialement demandé à Brittany de venir dormir chez lui, après son travail de nuit, et que c'est vers 5h du matin qu'elle était venue. Elle se serait endormie assez rapidement, en t-shirt et en sous-vêtements. Notre homme s'est réveillé par la suite à 7h. Brittany, elle, dormait toujours à point fermé. Il serait parti avec son beau-père à Dallas pour aller récupérer sa grand-mère. Juste avant de partir, le petit ami de sa sœur, Chad Carr, était passé chercher un chèque. Et c'est vers 15h30 que Jeff est rentré à la maison. C'est là qu'il a découvert que Brittany avait perdu la vie et il semblait réellement bouleversé par ce qu'il s'était passé. Une liste des suspects a donc été créée par la police. Cette liste des suspects contenait plusieurs personnes qui devaient passer au domicile de Jeff pendant la journée où Brittany a perdu la vie. Il y avait donc le petit ami de sa sœur, il y avait également son fournisseur de drogue qui devait laisser de la drogue sous un jardin, mais il n'y avait rien. Donc était-il vraiment passé? On ne sait pas. Chad Carr, le petit ami de la sœur de Jeff, a été interrogé. Il n'a pas été très coopératif, mais il avait un alibi. Il a dit qu'il était parti faire des courses et qu'il avait récupéré sa petite amie plus tard dans la journée après ses cours. Le fournisseur de drogue lui aussi a été interrogé. Lui a dit par contre qu'il n'était jamais allé au domicile de Jeff, pour la simple et bonne raison que Jeff était très insistant, que c'était un énorme consommateur et qu'il en avait marre.
il voulait juste pas avoir de contact avec lui. On a également pensé au fait que l'homme avec qui Brittany avait eu une aventure pourrait être impliqué, mais rapidement, il a été écarté de la liste des suspects car il a été prouvé qu'il était sur son lieu de travail au moment des faits. Et c'est du côté de Brittany que des révélations vont tomber. C'est plus précisément sa sœur, Hope, qui va dire certaines choses. Elle va dire que peu de temps avant son décès, Brittany lui a confié un secret de famille. Elle lui a raconté que son grand-père, James McGlone, la maltraitait depuis qu'elle était toute petite. De plus, cet homme avait une sorte d'obsession vis-à-vis de Brittany. Une obsession vraiment morbide. C'est pour dire, lors des funérailles de la jeune femme, il a demandé à Hope, la petite sœur, si elle avait vu le corps de Brittany. La tante de Brittany, elle aussi, a fait quelques révélations vis-à-vis de cet individu. Elle a dit que Brittany l'a informé qu'il la suivait et la harcelait. Et elle lui a dit ça quelques semaines avant de perdre la vie. Autre élément troublant, tout semble faire sens, c'est que la maison du grand-père, James McGlone, était visible depuis la maison de Jeff, le petit ami de Brittany. Alors, la police s'est penchée sur son cas. Mais malheureusement, il avait un alibi qui a été vérifié, donc il a été éliminé de la liste des suspects. Alors pour avancer, une nouvelle méthode d'enquête est utilisée. Cette méthode, c'est le détecteur de mensonges. On fait appel à un expert et on fait passer à ce test tous ceux sur qui on avait certains doutes. Cody, le fournisseur de drogue, également Chad, le petit ami de la sœur de Jeff, et effectivement, quand Chad passe, il semble qu'ils ne disent pas complètement la vérité. Pourtant, Chad est sûr de lui, il dit qu'il a déjà donné un alibi à la police qui peut être vérifié, mais la police a quand même des doutes à son sujet. Les enquêteurs fouillent donc dans le passé de ce Chad et ils se rendent compte que cet individu a déjà été arrêté et emprisonné pour avoir attaqué une femme presque dans les mêmes conditions que Brittany. Alors, on a réalisé une perquisition du domicile de cet individu. Chez lui, on retrouve un t-shirt et un short taché de sang, mais pas d'arme de crime. Il y avait également une cagoule, des sous-vêtements féminins. Il y avait 2 paires. La première a été analysée et validée comme étant la propriété de la petite amie de Chad, mais par contre, Chad n'a jamais voulu dire d'où venait la deuxième paire. Quoi qu'il en soit, la taille des sous-vêtements inconnus correspondait à la taille de Brittany. Donc on a envoyé cette paire dont on ne sait rien pour analyse. Dans l'attente des résultats, la police essaie de reproduire le parcours de Chad pour vérifier la véracité de son alibi. On a pu vérifier certaines choses, notamment parce qu'on a vu Chad sur des enregistrements de caméras de surveillance, mais il y a un couac dans son histoire. Il avait rendez-vous chez un ophtalmo à une certaine heure et Chad a appelé le cabinet médical pour dire qu'il avait un problème de voiture et donc il a demandé à décaler son rendez-vous de 20 minutes. À la police, il avait dit qu'il était arrivé avec 15 minutes d'avance. Donc en fait, dans l'histoire réelle, il y a une période où Chad n'a pas d'alibi et où il aurait pu commettre le pire vis-à-vis de Brittany. Chad a donc été de nouveau interrogé vis-à-vis de l'incohérence de son alibi. On lui a dit que des objets saisis dans sa maison étaient en cours d'analyse et Chad insistait sur le fait qu'on ne trouverait pas son ADN sur Brittany ou autour d'elle. Donc finalement, faute de preuves concrètes pour le moment, Chad a été relâché. Finalement, les résultats concernant les prélèvements de sang qui ont été retrouvés sur le short correspondaient à des membres vivants dans la maison de Jeff ou même à Brittany. Donc on n'a pas vraiment de certitude à ce propos. Donc, bien que l'enquête avance légèrement, on a de forts soupçons sur Chad, on n'a pas de preuves réelles contre lui. Alors, on commence à s'intéresser à son entourage, notamment sa petite amie. Elle s'est rendue d'elle-même à la police. À la date du 8 janvier 2008, elle a expliqué qu'elle venait de rompre avec lui, et donc on lui a demandé de rédiger un document où elle racontait tout ce dont elle se souvenait du jour de la mort de Brittany. Elle a expliqué dans ce document que Chad semblait extrêmement nerveux. D'ailleurs, elle se souvient aussi d'une odeur assez particulière, car cette odeur c'était celle de Brittany. Pas son odeur vraiment corporelle, mais Chad sentait en fait le savon que Brittany utilisait. Alors, curieuse, la petite amie avait demandé à Chad s'il avait pris une douche chez elle, mais il n'a pas voulu répondre à cette question. Autre point assez important dans la rédaction du document, la petite amie a expliqué que Brittany avait l'autorisation des parents de rester au domicile de Jeff. Chad, lui, ne l'avait pas. Concrètement, la petite amie de Jeff avait le droit de rester à la maison, mais le petit ami de la sœur de Jeff, lui, ne l'avait pas, et apparemment, ça le rendait plutôt mécontent. Finalement, faute de preuves concrètes, l'affaire est restée classée sans suite. Chad, lui, a été arrêté pour autre chose,
Il a été condamné pour une histoire d'agression, rien à voir avec l'affaire de Brittany. À sa sortie, il a été arrêté vis-à-vis de l'affaire de Brittany, mais faute de preuves, encore une fois, il n'a pas été condamné par rapport à cette histoire. L'affaire est encore aujourd'hui ouverte. Est-ce qu'on saura un jour la vérité? Est-ce que Chad est réellement le coupable? Eh bien, je vous invite à me dire votre avis dans les commentaires. Une femme, Shanna Riddle, est née en 1980 et elle a grandi au Colorado. Elle avait deux rêves. Le premier, c'était celui de devenir infirmière et le second, c'était d'avoir un enfant, de devenir mère. En novembre 2012, elle a rencontré un homme, Craig Van de Wege. Pour Shanna, Craig était l'homme de sa vie. Il était stable financièrement, gentil et le couple avait énormément de points communs. Ils ont fait beaucoup de voyages, Craig montrait régulièrement son amour par des attentions, des cadeaux, et c'est un an après la rencontre du couple que Craig demande finalement la main de Shanna. Elle est ravie. C'est un premier pas qui est fait là vers l'un de ses rêves. Plus tard, 2 ans après le mariage, en 2016, le couple doit déménager car Craig a reçu une nouvelle opportunité professionnelle. Alors Shanna et Craig déménagent et le couple part vivre au Texas. Et le 5 septembre 2016, là, c'est la consécration pour Shanna. Après plusieurs essais douloureux, des fausses couches, elle met enfin au monde son fils, Didrik. Elle vit maintenant là, pour elle, une des périodes les plus heureuses de sa vie. Mais la famille de Shanna se rend compte que pour le père, Craig, c'est plutôt tout l'inverse. Il semble complètement dévasté. Son comportement change radicalement. C'est pour dire, c'est Shanna qui s'occupe d'absolument tout, que ce soit de la maison ou de l'enfant. Craig lui passe son temps à travailler, à jouer à des jeux. Le couple ne dort même plus dans le même lit car Shanna se réveille régulièrement pendant la nuit pour aller s'occuper de son enfant, alors que Craig lui n'y prête pas attention. D'ailleurs, il semble prêter plus d'attention à ses chiens qu'à sa propre famille. Et c'est 3 mois après la naissance de leur enfant que Craig appelle le 15 décembre 2016 les services de secours. Il est aux alentours des 21h30, on est en soirée, et Craig dit qu'en rentrant du travail, il a retrouvé sa femme et son fils sans vie. Il précise que sa femme se trouvait dans son lit et que son fils, lui, était dans son berceau. L'opérateur du 911 a posé une question à Craig et il lui a dit comment il savait que les deux étaient sans vie et il a répondu qu'il y avait du sang au niveau du cou. Mais, point assez étrange, l'opérateur du 911 constate que Craig semble comme se forcer à être triste. Ça ne semble pas naturel du tout. Quoi qu'il en soit, la police est envoyée directement sur place et c'est 20 minutes après l'appel, à 21h50, que Shanna et Didrik sont déclarés morts. Il est clair, après l'intervention des services de secours, que mère et fils ont perdu la vie suite à une entaille profonde au niveau de la gorge. Pour Craig, la réponse à la question qui se pose ici est simple. C'est un cambrioleur venu pendant la journée qui est responsable du drame qui a frappé sa famille. Toutes les armoires et les tiroirs de la cuisine avaient été ouverts, donc effectivement on a bien l'impression que quelqu'un fouillait dans la maison, mais ce qui est étonnant, c'est que le sac à main de Shanna est toujours là. Donc si un cambrioleur était réellement venu, pourquoi ne l'aurait-il pas pris? Il n'y a aucune arme qui semble être l'arme du crime, bien qu'il y avait dans la maison un placard où il y avait des armes à feu. Aucune de ces armes ne semblait avoir été utilisée pour commettre l'atrocité qui avait été réalisée. Première étape de l'enquête, interroger le premier contact, c'est-à-dire ici Craig. Il a affirmé aux différents enquêteurs qu'il ne connaissait personne qui pourrait en vouloir à sa famille. Il a décrit Shanna comme une personne aimante, douce, très gentille, et pendant qu'il raconte tout cela, les enquêteurs constatent que Craig ne semble pas plus attristé que cela par la situation. Ce qu'il explique, lui, c'est que pendant toute la journée, il était à son travail. Il y était allé pour 11 heures, et quand il est parti, il a expliqué que sa femme et son fils dormaient encore. C'est vers 11h40, en retard, que Craig s'est présenté à son poste de travail. La police, pour tester un peu Craig, lui a demandé de répéter son histoire, et là, il a changé quelques détails. Cette fois-ci, Shanna ne dormait plus quand il est parti, elle s'est réveillée pour lui dire « je t'aime ». Déjà, pour les enquêteurs, c'est étrange. Pourquoi avoir omis ce détail? On lui a donc posé des questions sur sa relation avec Shanna. Est-ce que tout allait bien? Est-ce qu'il y avait de l'eau dans le gaz? Et Craig a déclaré que Shanna s'était récemment améliorée en cuisine, qu'il trouvait ça vraiment génial car il pouvait profiter de bons petits plats. Il explique aussi qu'ils avaient des problèmes financiers, des petites dettes qu'ils essayaient de régler, et il ajoute qu'il avait souscrit à des assurances vie pour sa femme et son fils. Pour son fils, ça s'élevait aux alentours des 5 000 $, mais pour Shanna, c'était plutôt aux alentours des 130 000 $. La police
a donc cherché un peu de ce côté, ils se sont rendus compte qu'encore une fois, Craig n'avait peut-être pas dit toute la vérité. Car le montant des assurances vie cumulées était de 718 000 $, donc on est loin du montant original cité par Craig. Pour finir l'interrogatoire, les enquêteurs demandent s'ils peuvent fouiller dans le téléphone de Craig. Craig n'y voit pas d'inconvénient, il demande juste quand est-ce qu'il pourra le récupérer. Craig patiente donc dans le commissariat pendant que la police fouille son téléphone, il s'endort, mais ailleurs, une autre enquête est lancée. On fouille des effets personnels appartenant à Craig, c'est-à-dire son véhicule. Et dans la boîte à gants, on retrouve un gant en latex, avec des traces bien étranges qui ont été envoyées en labo pour analyse. Et dans le téléphone, on trouve d'autres éléments. On se rend compte que Craig est sur des applications de rencontres, qu'il est en contact avec une ex-petite amie. D'ailleurs, dans les messages avec cette ex-petite amie, Craig demande clairement si elle veut bien avoir une relation intime avec lui une dernière fois. Donc pourquoi faire tout cela si dans son couple, ça se passait très bien? De plus, il semblait dire à cette fameuse personne qu'il avait envie de divorcer de Shanna. On continue de s'intéresser à Craig, on va interroger des collègues de travail et apparemment ce Craig n'avait pas sa langue dans sa poche, c'est-à-dire qu'il disait à ses collègues qu'il buvait beaucoup pour supporter son mariage et qu'il n'avait qu'une envie, c'était de s'en libérer. Il a également évoqué une idée, celle de devenir riche par l'intermédiaire des assurances vie. Des enregistrements de caméras de surveillance ont été surveillés. On a bien la confirmation que Craig est arrivé en retard à son travail. Il s'est garé pile poil dans le champ de vision de la caméra, comme s'il voulait montrer qu'il était bien à son travail ce jour-là. Et il a quitté son travail pour arriver un peu avant 21h30 le soir, quelques minutes avant d'appeler les services de secours. Mais le médecin légiste, avec ses autopsies, a révélé quelque chose. Il a révélé que la mort de Shanna et Didrik avait été donné avant que Craig ne parte au travail. Donc clairement, il aurait pu le faire avant de partir. Et donc son alibi de « je travaille aujourd'hui » ne fonctionnerait pas. On a donc réinterrogé Craig de nouveau, on l'a fait passer au détecteur de mensonges, mais ça c'est quelque chose qui ne lui a pas plu. Il était extrêmement en colère, il dit qu'il a été dupé par la police, qu'il ne comprenait pas pourquoi on l'interroge de nouveau, et donc il a quitté les lieux sans passer au détecteur de mensonges. Il a refusé de le faire. Et quelques jours plus tard, ça c'était le 19 décembre 2016, le 21, un homme inconnu, s'est présenté dans un magasin au Colorado, et cet individu a déclaré que le gouvernement le recherchait et qu'il était victime d'un coup monté. Il ne cachait pas le fait qu'il était accusé d'avoir mis fin à la vie des membres de sa famille. Donc l'employé du magasin, assez inquiet, a tout de suite appelé le 911. Cet employé a signalé qu'il y avait un individu étrange, il a cité les propos qui ont été dits, et il a dit que cet homme avait pris la fuite en voiture. Une voiture qui n'avait pas de plaque d'immatriculation. Heureusement, la police a pu intervenir rapidement et l'individu a été arrêté, et sans surprise, il s'agissait de Craig. Dans le véhicule, on a retrouvé des armes à feu qui venaient de chez lui, des fameux placards d'armes à feu, et donc Craig a été arrêté. On l'accuse des 2 meurtres, mais il ne reste plus ici qu'à avoir des preuves vraiment tangibles. Et là, bingo. Les analyses concernant le gant en latex qui avait été retrouvé au préalable dans la boîte à gants tombent sur le bureau des enquêteurs. À l'intérieur du gant, on a l'ADN de Craig, à l'extérieur, on a celui de son fils. Donc, on comprend que Craig s'en est servi pour mettre fin à la vie de son enfant. Le lien est fait également avec la mort de Shanna, et donc un procès vient ensuite. Le 18 octobre 2021, le procès se tient, Craig lui a plaidé non coupable, et ce qu'on pense c'est que pendant toute la nuit, avant les événements, Craig a dû boire beaucoup d'alcool, penser au fait de mettre fin à la vie de Shanna et de Didrik. Il l'aurait fait. Le matin, il aurait ensuite tout nettoyé avant de partir ensuite au travail, et le soir il serait rentré et aurait essayé d'endosser le rôle du père qui a perdu sa famille. Craig a été reconnu coupable au vu des preuves présentées, et il a donc été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité d'avoir une libération conditionnelle. Il est ici peu probable qu'il y ait un autre responsable que Craig. Je pense ici qu'aucun doute ne subsiste. Il y aurait pour moi plusieurs mobiles, déjà celui de se libérer d'un mariage qui lui pesait dessus, et également le fait de devenir riche, de toucher l'argent des différentes assurances vie. Angela Spence Shaw était une femme âgée de 66 ans. De base, elle venait du Royaume-Uni, mais elle avait déménagé aux États-Unis avec son premier mari qui a malheureusement perdu la vie. Là-bas, elle a rencontré un autre homme avec qui elle s'est remariée, mais lui aussi malheureusement a perdu la vie.
Au cours de ses différentes vies amoureuses, elle a eu 2 enfants, 2 garçons qui ont grandi, qui sont devenus des hommes et qui eux-mêmes ont eu des enfants. Donc Angela était mère, mais également grand-mère. Elle a passé le reste de sa vie dans la petite ville de Little Compton, où elle travaillait dans une serre. C'était sa grande passion. Elle adorait passer du temps à l'extérieur, mais encore plus que ça, ce qu'elle adorait, c'est jardiner. Le 30 mai 1999, des collègues d'Angela s'inquiètent un petit peu. Effectivement, Angela, qui était à chaque fois très ponctuelle, ne s'est pas présentée à son lieu de travail et elle n'a pas signalé qu'elle était malade ou qu'elle avait une raison de s'absenter. Alors, inquiets, ses fameux collègues sont allés chez elle afin de voir ce qu'il en était. Déjà, la porte arrière de sa maison était déverrouillée. Alors, la collègue qui était venue voir comment allait Angela est entrée, et c'est en arrivant au 2e étage dans la salle de bain que là, cette collègue a eu une vision d'horreur. Angela était dans sa baignoire, complètement immergée. Tout de suite, la collègue a appelé les services de secours qui se sont rendus rapidement sur place. Et ce qui se passe est très important, car depuis un peu plus de 30 ans, la ville de Little Compton n'avait pas connu de meurtre. Donc il y avait un nombre de policiers assez faible qui se sont présentés sur les lieux du crime. Déjà, tout semble montrer que l'attaque de la vieille dame avait commencé dans la chambre à coucher. Les draps du lit avaient disparu et il y avait une traînée de sang qui menait jusque dans la salle de bain, là où le corps a été retrouvé. Il y avait dans la maison de nombreux objets de valeur qui étaient toujours en place, donc la théorie du cambriolage a été écartée presque immédiatement. Un sèche-cheveux a été retrouvé dans la baignoire, donc on a l'impression qu'il y a une mise en scène qui a été effectuée là. On a voulu faire passer la mort d'Angela pour un accident, mais il était absolument clair et net que ce n'en était pas un. Angela avait subi un énorme traumatisme crânien, si sévère qu'elle était presque méconnaissable. On a envoyé le corps pour être analysé, et rapidement les résultats tombent. Angela a subi un abus. On a retrouvé de la semence dans son corps, et il y aurait plusieurs causes de la mort possibles. Traumatisme crânien, mais également noyade. Elle a également été électrocutée avec le fameux sèche-cheveux, et comme si cela ne suffisait pas, la personne qui l'a attaquée l'a également piétinée tellement brutalement que plusieurs de ses os avaient été brisés. Mais qui aurait pu en vouloir à Angela? Qui et pourquoi avoir fait preuve d'une telle violence? Alors les enquêteurs ont regardé dans leur base de données afin de voir qui étaient les personnes connues pour ce type d'agression. Peut-être était-ce une personne déjà connue qui aurait réalisé cette attaque absolument infâme, et il y a une personne qui semble correspondre aux différents éléments. Quelqu'un qui avait déjà réalisé des attaques du même acabit, des attaques extrêmement violentes, mais malheureusement, après avoir donné un échantillon de son sang, cet individu a été écarté de la liste des suspects, laissant donc les enquêteurs sans piste pour le moment envisageable. En plus, cet individu semblait tout indiquer. Ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait traqué et ôté la vie à une babysitter. Il avait été complètement obsédé par elle, si bien qu'il l'observait par ses fenêtres la nuit, et un jour, il a proposé de la ramener chez elle. Elle a refusé, donc se sentant rejeté, l'homme s'est introduit chez elle et lui a ôté la vie. Lorsqu'il a été arrêté rapidement après ces événements, il a été très coopératif. Il a dit que son incarcération lui avait fait retenir la leçon, et donc il a plus tard, pour le cas d'Angela, accepté bien volontiers de donner un échantillon de son sang. La police décide donc de reprendre l'enquête depuis le début. Les enquêteurs retournent chez Angela, ils analysent de nouveau la scène de crime. Le rez-de-chaussée du domicile, lui, était en travaux. Il y avait un trou dans un mur qui était simplement recouvert d'une bâche, un trou qui aurait pu permettre d'accéder au domicile. La police se penche donc sur des personnes qui auraient été au fait qu'il y avait ce fameux trou qui permettait d'accéder au domicile. Du porte-à-porte est donc réalisé dans le voisinage, et c'est en faisant ce porte-à-porte que la police apprend que l'entreprise de construction qui est responsable des travaux opère dans le domicile d'Angela depuis 3 mois, et il y a une trentaine de personnes qui a été affectées à ces travaux. La police interroge donc certains ouvriers, notamment ceux qui ont abattu le fameux mur où il y a le trou. L'un d'eux est rapidement écarté de l'affaire. Il était avec sa petite amie la veille de la découverte du corps, donc son alibi est vérifié. Et l'autre ouvrier, Jérémy Motka, qui était âgé de 23 ans, lui, n'a pas attiré plus que ça l'attention des enquêteurs. Il avait une cicatrice à la tête et un air plutôt angélique, donc les enquêteurs n'ont pas vu ici d'autres raisons de le travailler plus que ça. Pourtant, là où vivait Jérémy, à Falls River, il avait déjà un casier judiciaire. Il avait déjà enlevé et agressé une femme. Mais ce qu'il a dit aux enquêteurs, c'est qu'il avait travaillé la veille de la découverte du corps et qu'ensuite il était rentré chez lui et qu'il avait bu un petit coup avec un voisin.
Le lendemain, il aurait passé du temps avec sa petite amie qui a confirmé ce qui a été dit. Elle a juste ajouté que Jérémy avait l'air extrêmement fatigué. Il vomissait souvent et passait beaucoup de temps au lit. La police a réinterrogé plus tard Jérémy, bien qu'il n'avait pas forcément de suspicion à son égard, mais c'est quand son témoignage va changer que là, des doutes commencent à se créer. Il a dit qu'il n'était pas rentré chez lui directement. Il explique qu'il est en fait allé dans un bar, et il dit qu'il a ensuite commandé une pizza, sauf qu'en fait c'est la veille qu'il avait commandé une pizza. Donc son témoignage commence petit à petit à s'effriter. La police s'affaire donc à vérifier ce que dit Jérémy, et ils arrivent à confirmer qu'effectivement Jérémy est bien allé chez son voisin la veille de la découverte du corps, mais entre minuit et 9 h du matin le lendemain, donc le lendemain c'est le jour où Angela a été découverte, là il y a un trou. Et pendant ce trou, on ne sait pas ce qu'il a fait. Donc la petite graine du doute qui avait été plantée là commence petit à petit à pousser, et plus tard, un collègue de Jérémy appelle la police pour leur dire quelque chose. Jérémy aurait un comportement étrange. Il semble dire que la police semble vouloir l'inculper pour l'affaire d'Angela. Le collègue a voulu se montrer rassurant en disant qu'il n'y avait aucune raison que ça arrive, que la police allait bien faire son travail et que d'ailleurs Jérémy, de par son travail, n'est jamais monté à l'étage. Mais Jérémy va dire que s'il y est déjà allé une fois pour utiliser la salle de bain. De plus, Jérémy a mentionné le fait que la police avait une boîte de preuves concernant des empreintes de chaussures, et ce fameux collègue a entendu Jérémy une fois au téléphone avec sa petite amie lui demander de se débarrasser de ses bottes. Donc c'est tout cela qui a éveillé des soupçons chez le collègue, qui l'a amené ensuite à appeler les enquêteurs. Vis-à-vis de tout cela, la police commence à croire assez fermement que Jérémy est responsable du décès d'Angela. Par contre, ils n'ont pas vraiment de preuves concrètes pour l'arrêter vis-à-vis de tout ça. Ce qui pourrait aider, c'est un échantillon de son sang. Mais à moins de lui demander, ils n'ont aucun moyen d'en avoir un. Donc, le 9 juin 1999, la police tente le tout pour le tout. Ils interrogent de nouveau Jérémy et lui demandent un échantillon ADN. Jérémy est complètement OK avec ça, et pour la police, il y a une raison concernant le fait qu'il soit aussi coopératif, c'est qu'il ne se doute pas une seule seconde qu'il a laissé de l'ADN au travers de sa semence. Et donc, après comparaison, il y a match. L'ADN retrouvé sur la scène de crime est bien celui de Jérémy. Alors, Jérémy est arrêté pour avoir ôté la vie à Angela. Quand on l'a confronté vis-à-vis de l'ADN qui a été retrouvé, Jérémy a essayé de se défendre au travers d'une explication quelque peu improbable. Il a dit qu'il avait en fait utilisé la baignoire d'Angela pour avoir des rapports intimes avec sa propre petite amie avant d'aller au travail, ce qui n'a absolument aucun sens. Donc pour lui, cette explication était suffisante sur le fait qu'il n'avait rien à voir avec toute l'affaire. Ce qu'on se dit, c'est que Jérémy était au fait qu'il y avait le trou dans le mur qui permettait d'accéder à la maison d'Angela. Il aurait beaucoup bu le soir avant la découverte du corps, il serait ensuite retourné chez Angela, se serait introduit là-bas, aurait abusé d'elle et aurait ensuite mis fin à sa vie, après quoi il aurait tenté de maquiller la scène de crime en accident. Pendant son procès, Jérémy a clamé son innocence, il a dit que la police avait réalisé un coup monté contre lui, qu'il voulait l'arrêter à tout prix, mais finalement, la justice a tranché. Et en 2001, Jérémy a bel et bien été reconnu coupable et a donc été incarcéré pour une période très longue, puisque c'était une condamnation à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Sierra Bouzigar est une femme née en 1990. Elle n'a pas eu une enfance facile et en grandissant, elle a développé une addiction, l'addiction à la drogue. Pour pouvoir soutenir cette dépendance aux substances, elle s'est livrée à la prostitution pour pouvoir payer justement les substances qu'elle consommait et plus tard, elle est même arrivée à finir en prison à cause de tout ça. Elle a fait un court passage là-bas, mais malgré cette vie difficile qu'elle a eue, Sierra a toujours été considérée par ceux qui l'entouraient comme une personne magnifique, que ce soit intérieurement comme physiquement. Mais le 23 novembre 2009, alors qu'elle était âgée de 19 ans, les services de secours sont appelés car le corps d'une femme a été retrouvé sur une route isolée. Cette femme qui a été retrouvée, c'était Sierra. Et quand les enquêteurs sont arrivés sur place, ils se sont mis d'accord sur le fait que la mort de Sierra était issue d'une violence extrême. Elle avait été tellement battue qu'elle en était devenue méconnaissable. Elle portait une jupe en jean qui avait été tordue sur le côté, son soutien-gorge était ouvert et son t-shirt avait été arraché vers le bas. Les tongs qu'elle portait ont été retrouvés à 2 endroits différents et il y avait des traces sur ses mains qui montraient que pendant cet acte de violence, Sierra avait essayé de se défendre. Près de la scène où le corps a été retrouvé, un emballage de bonbons a été retrouvé. Il y avait des pierres,
taché de sang. Et tout ce qui a pu être collecté l'a été, pour être envoyé en laboratoire afin d'être analysé. Le médecin légiste a déclaré que la cause du décès était un traumatisme crânien sévère. Il est fort probable que la mort de Sierra soit issue d'une tentative d'abus. Elle aurait résisté à la personne qui l'a attaquée. Mais là où le doute subsiste par rapport à tout cela, c'est que aucun ADN n'a été retrouvé dans le corps de Sierra. Par contre, on a pu en retrouver sous les ongles de la victime, ce qui arrive quand la victime tente de se défendre quand elle se fait attaquer. De plus, on a retrouvé un bel échantillon d'ADN sur l'emballage de bonbons qui a été retrouvé un peu plus loin. Mais qui aurait pu commettre cette atrocité? Déjà, dans un premier temps, pour commencer l'enquête, il faut savoir qui est la victime. Et c'est par l'intermédiaire d'un tatouage que là, on a pu identifier la personne qui a été retrouvée comme étant Sierra. Maintenant qu'on sait qui c'est, on peut s'attarder sur qui est le responsable de tout cela. D'abord, la police pense que la personne qui est responsable est quelqu'un qui a déjà commis des crimes par le passé au vu de l'atrocité de ce qui a été fait. Donc, on tente de voir si l'ADN trouvé est déjà enregistré dans la base de données, mais malheureusement ce n'est pas le cas. On commence donc à s'interroger sur les dernières heures de Sierra. On apprend qu'elle a participé à une fête où il y avait plusieurs hommes sur place, des hommes d'origine hispanique qui travaillaient tous dans la construction. Le lieu de travail était situé non loin de là où a été retrouvée Sierra, donc ça pourrait coller. En plus, les travailleurs étaient des travailleurs sans papier qui étaient venus du Mexique et tous ont fourni un échantillon de leur ADN, mais aucun ne correspondait avec celui retrouvé sur la scène de crime. Tous avaient été interrogés sauf un employé, un ouvrier, qui était présent à la fête où Sierra se trouvait, mais qui était parti avant que la police ne puisse l'interroger. Les enquêteurs ont collaboré avec les US Marshals, le FBI, pour essayer de remettre la main sur cet homme qui pourrait peut-être apporter tant de réponses. Malheureusement, on ne le retrouve pas. L'enquête stagne pendant environ 6 ans. Néanmoins, pour les enquêteurs qui se sont vus attribuer cette affaire, cette enquête d'une brutalité extrême n'a jamais quitté leurs pensées. Ils avaient toujours pour ambition de mettre la fin sur la personne qui était responsable de cet acte absolument ignoble. Et c'est avec l'arrivée d'une nouvelle technologie que les enquêteurs voient leur salut. Cette technologie, c'est le Snapshot DNA Phenotyping. C'est une technologie qui permet de représenter un portrait robot par l'intermédiaire seulement d'un échantillon ADN. Et grâce à l'échantillon ADN qui avait été prélevé sur la scène de crime, un portrait robot a donc pu être établi. Et ce portrait robot ne correspond pas à ce à quoi s'attendaient les enquêteurs. Eux, ils s'attendaient à avoir quelqu'un qui avait une apparence hispanique, mais à leur grande surprise, les enquêteurs ont vu un portrait robot qui montrait un homme blanc aux yeux bleus. Le portrait robot, une fois généré, a été diffusé dans différents médias et une femme a contacté la police car elle a dit avoir reçu un appel de son ex-mari après avoir vu la photo. L'ex-mari voulait lui dire qu'il fallait qu'elle dise qu'il était avec lui la nuit de la mort de Sierra, comme s'il souhaitait se créer un alibi. Alors que dans la réalité des faits, cet ex-mari était, au moment des faits, sorti pour aller acheter des cigarettes. Il ne devait partir que pour quelques minutes, mais cette femme se souvient que son mari a pris plutôt quelques heures pour faire son achat. Cet homme, du nom de Blake Russell, était âgé de 31 ans à l'époque. Il avait un casier judiciaire avec quelques délits mineurs, et il est vrai qu'il ressemblait étonnamment bien au portrait robot généré par la nouvelle technologie. La police ne pouvait pas avoir un mandat de perquisition uniquement sur la base du portrait robot généré. C'était une technologie qui n'était pas considérée comme fiable à 100% car nouvelle technologie, elle n'avait été qu'utilisée que quelques fois, mais un enquêteur a eu une idée pour essayer de faire avancer les choses. Il s'est rendu dans un bar qu'avait l'habitude de fréquenter Blake Russell. Notre homme était là, il buvait et l'enquêteur s'est assis avec lui. Pour berner l'individu, il a inventé une histoire disant qu'il souhaitait faire un sapin de Noël avec des bouteilles de bière. Alors, il a demandé à Blake s'il voulait bien lui céder sa bouteille de bière une fois qu'il l'avait terminée, ce à quoi Blake a consenti. Alors l'enquêteur a réussi, avec cette idée assez particulière, à obtenir un échantillon d'ADN de notre homme. L'ADN a été testé afin de voir si c'était le même que celui retrouvé sur la scène de crime, et c'était bel et bien le cas. Il se trouve qu'au moment des faits, Blake ne vivait pas très loin de là où résidaient les fameux ouvriers mexicains. La police pense qu'après avoir acheté ces fameuses cigarettes, Blake aurait vu Sierra quitter la fête.
il lui aurait proposé de la raccompagner et aurait tenté d'avoir des relations intimes avec elle. Sierra aurait refusé et Blake, complètement furieux, aurait commencé à devenir extrêmement violent, entraînant ensuite la situation que nous connaissons. La police pense que Blake a utilisé un démonte-pneus présent dans sa voiture pour frapper à plusieurs reprises Sierra au visage. C'est en juillet 2017, donc bien longtemps après les faits, que Blake a été accusé de la mort de Sierra, mais il n'a jamais pu être jugé. La raison, notre homme s'est donné la mort dans sa cellule avant que le jugement n'ait pu avoir lieu. Malheureusement, bien qu'on sait, disons à 99% ce qu'il s'est passé, la justice n'a pas pu être rendue finalement pour Sierra. Mesdames et messieurs, nous en avons fini pour ces 5 histoires. J'espère que ça vous a intéressé. Ce sont toutes des histoires très dures, des histoires qui montrent des violences des plus extrêmes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces histoires. Qui, selon vous, est responsable des actes commis quand le coupable n'a pas été clairement défini? J'irai voir ça avec attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. De mon côté, c'était un plaisir de partager ces histoires avec vous. Je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne si vous avez passé un bon moment. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram AkenTV si vous souhaitez me partager une histoire qui vous est arrivée ou des histoires même dont vous avez entendu parler et que vous souhaiteriez que j'aborde en détail sur la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!